L'actualité internationale des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. C'est comme tous les vendredis, une semaine dans le monde avec à mes côtés Sarah Daniel, bonjour, grand reporter à l'Obs. Également avec nous José-Manuel Lamarque, grand reporter à France Inter, spécialiste des questions géopolitiques. Christian Macarian, directeur délégué à la rédaction de l'Express. Et Nicolas Vado, dessinateur de presse pour les journaux belges L'Écho et Le Vif Express, auteur également de bande dessinée. Vous m'avez gentiment offert celle-ci, alors je ne vais pas résister au plaisir de la montrer. Marions-nous. Marrons-nous, pas marions-nous. Marrons-nous. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer le lien entre les personnages dessinés. En tout cas, Nicolas Vado, vous m'avez prévenu, encore une semaine, disponible encore une semaine cette bande dessinée. Voilà. Donc si vous aussi, vous avez envie de pouvoir voir ces dessins, il vous reste une semaine pour vous la procurer. Je précise donc que vous êtes aussi membre du Cartoon for Peace, c'est l'association qui a été fondée par Kofi Annan et Plantu pour défendre le droit à la caricature et le dessin de presse comme moyen d'expression. Et à ce sujet, vous voulez dire un mot à propos de notre confrère de Guinée équatoriale, Ramon C. Essono Ebale, alias Ramon Ikesso. Il est emprisonné depuis 5 mois maintenant dans son pays pour avoir été l'auteur d'une bande dessinée très critique envers le président équato-guinéen Teodoro Obiang. Officiellement, il est en prison pour détournement d'argent parce qu'on a trouvé un chef d'inculpation un peu plus présentable, mais en fait, il a fait une bande dessinée où il représentait le président Teodoro Obiang qui redevient un simple citoyen et qui vit les difficultés des gens de la Guinée équatoriale. Ça n'a pas du tout plu au pays. Il se trouve qu'il avait brûlé son passeport en signe de protestation contre le régime. Il est marié avec une diplomate espagnole, donc il avait un passeport diplomatique, mais les règles ont changé en Espagne. Il n'avait plus de passeport. On lui a demandé de revenir en Guinée équatoriale pour se faire un passeport. Il est venu et depuis, ils l'ont mis en prison. Il risque gros et donc il y a beaucoup de dessins qui ont été publiés. Je peux en montrer 2 que j'ai ici, qui ont été publiés dans le monde entier. Il y a un hashtag pour demander sa libération parce que son procès est prévu le 27 février. Parce qu'il se trouve que dans ce pays, il y a une sorte de période de latence de la justice entre novembre et mars, où la justice s'arrête, ça recommence début mars, et lui, son procès est prévu le 27 février. Et si on peut voir, j'ai 2 dessins, dont un ici de Boligan, dessinateur mexicain. Ce serait bien qu'on puisse le voir. Il s'affiche. Et on voit ici Ramon avec la main qui est emprisonnée. Et puis, il y a cet autre dessin qui est de Firouz Koutal et qui nous montre que Ramon no está solo. Et le hashtag est là, c'est le hashtag pour demander la libération de Ramon. Et c'est assez urgent puisque le procès a lieu le 27 février. Voilà, c'était bien de le rappeler. Merci Nicolas Vado. Alors on va passer maintenant à l'actualité de cette semaine et notamment cette semaine, une actualité qui est en cours de développement puisqu'on attend la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un vote doit intervenir. Les grandes puissances vont-elles tenter de mettre un terme au bombardement incessant depuis 6 jours maintenant sur la route orientale qui a fait plus de 400 morts civils. Sarah Daniel, juste avant cette réunion, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont adressé un courrier commun à Vladimir Poutine pour lui demander d'approuver cette résolution. C'est une initiative koweïtienne et suédoise pour tenter donc d'imposer un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie. Pas sûr que ça marche. Ça montre qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui détient en tout cas les clés. Absolument, c'est la Russie qui détient les clés. Et ce qui est aussi à la clé, c'est l'avenir de l'ONU. Parce qu'on voit que là, c'est un peu la manifestation, l'exposition, si vous voulez, de ce blocage de ce Conseil de sécurité qui, depuis maintenant 7 ans, est quand même impuissant à régler cette question-là. C'est quand même terrible. Et il y a aussi, on voit aussi que à chaque fois qu'on a lancé des opérations de sauvetage, en fait, il y a que 27% des opérations de sauvetage de l'ONU, des convois humanitaires qui ont pu arriver dans la Ghouta. Donc, c'est assez consternant. Donc, on voit aussi que toutes ces opérations de sauvetage de l'ONU sont un petit peu conditionnées au processus syrien. Enfin, que l'ONU est un peu dans les mains, finalement, des Syriens sur cette question-là, ce qui est très préoccupant. Via la Russie, d'une certaine manière. En tout cas, écoutez, la réunion du Conseil de sécurité qui a été convoquée une première fois hier à la demande justement des Russes a donné lieu à cette explication de l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, qui dénonce les discours catastrophistes déjà utilisés d'après lui pour Alep fin 2016 et qui ne correspondraient pas à la réalité du terrain. Écoutez-le. Dans le projet de résolution qui a été présenté, et qui devrait être mise aux voix,
et sur lequel il n'y a pas d'accord, nous le savons, l'on propose une solution qui semble en apparence toute simple. Mettre en place un régime de cessez-le-feu sur tout le territoire syrien pour un délai de moins de 30 ans. Mais ce que nous voulons savoir, et nous n'avons toujours pas de réponse à notre question, c'est quelle garantie pourra-t-on mettre en place pour que ce cessez-le-feu soit respecté? José Manuel Lamarque, on en a déjà parlé de la Syrie et du rôle de la Russie. Jusqu'à présent, vous nous avez dit qu'il faut aussi écouter ce que disent les Russes, mais est-ce que là, on n'a pas la preuve même que la Russie, quand on parle de blocage du Conseil de sécurité, l'obstacle est finalement toujours le même, il est du côté des Russes? Ce que l'on voit, c'est que personne ne demande aux États-Unis d'intervenir. C'est surtout ça qui est important. C'est là où Vladimir Poutine, on peut dire, s'est fait vraiment sa place. À un moment où tout le monde, à quel prix, mais au prix malheureusement du drame syrien, parce qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui meurent. Mais je pense qu'à force d'avoir toujours apporté un discours de restriction anti-poutinien, anti-russe, etc., on sait que Vladimir Poutine est un joueur d'échecs, et en tant que joueur d'échecs, à un moment, il faut être dans la tête de Vladimir Poutine. C'est que lui, il calcule ses coups à l'avance, ce que ne font pas les Européens de l'Ouest et ce que ne font pas les Américains. La preuve, elle est ici aujourd'hui. Ça, tout va dépendre de Vladimir Poutine. C'est ça la réalité. Christian Macarian. Aussi dure soit-elle. Oui, ça veut dire aussi que s'il n'y a pas de cessez-le-feu, c'est Vladimir Poutine qui en portera la responsabilité, Christian Macarian? Ou ce serait trop simple de réduire le problème à cette équation? D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même a-t-il une emprise totale aujourd'hui sur son allié syrien? Alors, en l'occurrence, oui, puisque là, il y a une opération tout à fait concertée de reconquête du territoire. N'oublions pas qu'à Astana, processus de paix organisé sous l'égide de la Russie avec l'Iran et la Turquie, il a été décidé 4 zones de désescalade. Oui, la Ghouta orientale est l'une d'elles, on voit le résultat. Et que la Ghouta est l'une d'entre elles, et donc ça ne marche pas. Donc, la première chose, c'est, à mon avis, il ne faut pas mythifier Vladimir Poutine non plus, c'est que le rêve de Poutine, après avoir eu la victoire militaire sur le terrain, il a voulu installer une victoire politique sous son égide et il n'arrive pas plus que les Occidentaux n'y sont arrivés avant lui, à passer à la phase de la pacification politique. Parce que c'est un pays extrêmement complexe et que les Russes ont contribué à aggraver la situation après que les Occidentaux aient fait leur part. Et la deuxième, à mon avis, conclusion à tirer, c'est que, et là, je pense qu'il faut vraiment ne pas oublier, en particulier nous, Européens, qui avons quelque part le monopole de la conscience, en tout cas c'est ainsi que nous nous définissons nous-mêmes, comme porteurs de cette conscience humanitaire, c'est que le peuple qui est écrasé sous les bombes à l'heure actuelle est pris encore une fois en otage entre 2 factions islamistes de surcroît rivales, qui n'ont comme point d'union que leur haine d'Assad. Assad, lui, est ces 2 factions, et au milieu, il y a une population civile, et on ne peut pas agir. Pourquoi ? Parce que le peuple syrien, la Syrie, son territoire, sa culture, sa population, tout ce qu'il a constitué, il n'est devenu qu'un enjeu entre des puissances ou des factions idéologiques. Et on n'arrive pas à revenir tout simplement à une phase qui devait être le b.a.-ba de l'espèce humaine, en tout cas des règlements internationaux et de l'ONU, qui est tout simplement qu'on ne peut pas laisser un peuple, ses enfants, ses civils, se faire écraser comme ça, avec cette sensation d'impuissance qui est la nôtre. Il est exact de dire que c'est le résultat d'une série incroyable d'erreurs occidentales et d'une espèce de veto russe, quand même, et de férocité russe, oui, de veto russe. Mais le résultat, il est quand même là, c'est que ça continue tous les jours. Et qu'il y a des bonnes raisons de part et d'autre pour ne pas agir. Et ça, c'est pas possible. Et d'intervention aussi d'autres acteurs, parce qu'il faut évidemment souligner l'horreur qui est en train de se dérouler en ce moment dans la Ghouta, mais on peut aussi rappeler que le Qatar notamment refuse qu'il y ait peut-être un processus de paix, d'exfiltration de certains groupes djihadistes vers Idlib, ce qui était à un moment une probabilité. Ce qui s'était passé pour Alep déjà. Hein. Oui. Voilà. Et donc là, il y a quand même un jusqu'au-boutisme des parrains des djihadistes qui est aussi préoccupant. L'illustration de cette complexité que vous décriviez à l'instant, on la voit peut-être au fait que l'armée syrienne, si critiquée pour son action dans la Ghouta orientale, est en même temps attendue avec presque de l'espoir dans le nord de la Syrie par tous ceux qui veulent voir les milices kurdes des unités de protection du peuple résister à l'offensive que mène depuis un mois maintenant la Turquie. C'est tout le paradoxe de cette guerre.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est simple. Erdogan, c'est le poil à gratter. On se souvient de la position d'Erdogan avant avec Daesh, etc. Erdogan, on sait qu'il y a le conflit avec les Kurdes. La Syrie, Damas va vers les Kurdes. Mais il faut être aussi, une fois de plus, dans la tête d'Erdogan. Il n'y a pas que la Syrie avec Erdogan. Sa dernière déclaration, c'était « Ce que nous avons accompli jusqu'ici est une pâle copie des projets immenses et des attaques encore plus importantes que nous envisageons dans les prochains jours. » Il a bien sûr parlé de cela. Il a cité la Syrie, il a cité Chypre, il a cité la Grèce. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Erdogan, lui, veut aller en Syrie, veut attaquer la Syrie. Il veut aussi avoir la main mise sur Chypre. Et puis dernièrement, il ne faut pas oublier que Erdogan est en train de violer l'espace grec tous les jours et quelquefois des centaines de fois, qu'un navire turc a voulu éperonner un navire de guerre grec et qu'aujourd'hui le discours d'Erdogan, c'est de dire les îles de la mer Égée, eh bien ce sont des îles turques et nous allons les envahir. Et ça fait une semaine que l'on reçoit des informations d'Athènes. On ne sait pas si on mobilise les réservistes ou pas, mais une chose est claire, c'est que Erdogan, il a 3 points importants. C'est la Syrie, c'est Chypre et aujourd'hui c'est l'attaque de la Grèce. Il y a un emballement, la côté turque ? Oui, incontestablement, parce qu'il y a un échec. Il y a un échec turc. M. Erdogan avait passé un accord avec M. Poutine en 2016 et pensait en retirer des bénéfices et des avantages. C'est fort de cet accord qu'il est entré dans le nord de la Syrie ? Oui, il devait avoir, c'est la mission que lui avaient confiée les Russes, pour tâche de calmer les factions rebelles anti-Assad. Et de contrôler en gros le nord du pays. Moyennant quoi, les Russes ont fait exactement le contraire. Ils ont aidé Assad à reprendre notamment Idlib. Or Idlib, c'est pour la Turquie, avec une forte présence de population turkmène, un lieu sur lequel la Turquie a des prétentions. Quelque part, Erdogan, il n'y a pas d'autre expression, s'est fait complètement rouler dans la farine par Poutine sur cette affaire-là. Or, comme Erdogan lui-même, à l'interne, a d'énormes problèmes depuis le coup d'État de juillet 2016 pour reconquérir sa légitimité, il fait appel à des cercles nationalistes, il tend la main aux nationalistes en développant une logorrhée et toute une logomachie militaire. Et cette offensive militaire en Syrie a pour but de le réconcilier avec les nationalistes. Sauf qu'elle ne fonctionne pas et que déjà... auparavant, l'armée turque avait éprouvé des difficultés à Al-Bab, et cette fois-ci, c'est la deuxième opération militaire, et elle éprouve aussi des difficultés à Afrin, sans parler du fait que s'il continue après Afrin et qu'il va jusqu'à Manbij, il va croiser les Américains sur sa route. Or, la Turquie est quand même membre de l'OTAN. Donc, c'est une politique sans issue, c'est un gouffre qui a éloigné la Turquie de la Syrie, la Turquie de la Russie, et qui a éloigné la Turquie des États-Unis. Donc je trouve qu'il y a un isolement complet et Erdogan est en train de s'enfoncer. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il veut devenir le sultan du Moyen-Orient. Ça ne fonctionnera pas. Il veut refaire l'Empire ottoman et les images que l'on a là, c'est clair. Derrière Erdogan, c'est un drapeau macédonien. Il soutient aussi les Macédoniens slaves contre les Grecs. Un mot de Sarah Daniel, on ira aux illustrations. Je veux dire, même s'il ne faut pas être dupe, finalement, les grands perdants de toute cette situation seront les Kurdes. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les Syriens interviennent juste en faveur des Kurdes. Hein, ça va être. Ils vont reprendre possession de cette enclave. Voilà, et quelque part, la Turquie, sur ce terrain-là, à Afrin, aura obtenu gain de cause. En tout cas, la Turquie aura offert à la Syrie ou à Bachar al-Assad les derniers pans de son territoire qu'il ne contrôle pas encore. Nicolas Vado, bien sûr, des illustrations pas forcément. Je dirais pas des illustrations, je dirais c'est des dessins beaucoup plus que des illustrations, parce que c'est assez dur. Et vous verrez, souvent les dessins sur des conflits comme ça sont muets. Il y a ce dessin de Antonio Rodriguez qui est mexicain. Et ce qui est étonnant, moi j'aurais pas dessiné les chaussures dans cet ordre-là parce qu'il met la chaussure américaine en beaucoup plus grand. Ça montre peut-être l'absence des États-Unis, l'absence de puissance des États-Unis là-bas. Vous voyez, toutes les chaussures sont différentes, mais le résultat c'est qu'elles vont écraser ce qu'il y a dessous. Alors, il faut voir dans quel ordre il pourrait mettre les chaussures, mais la chaussure syrienne est toute petite derrière. La chaussure de Daesh est plus grosse. Vous avez la chaussure turque, la chaussure même israélienne et la chaussure russe. Mais ils se marchent tous sur les pieds, mais même en se marchant sur les pieds, il y en a quand même. Les seuls qui se font écraser sont la population civile. Alors il y a ce dessin qui est très bien de Gargalo, qui est un dessinateur portugais.
C'est très difficile de faire des dessins sur ce conflit. Moi, j'en ai pas fait cette semaine parce que j'en ai fait en 2016 sur Alep et j'avais l'impression que je referais les mêmes dessins parce qu'on a l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais ce dessin-là montre l'innocence de l'enfant avec ces larmes de sang qui coulent. Vous avez cet autre dessin de Gargalo qui est très dur aussi et qui est mine de rien, un dessin qui montre de l'espoir, parce que malgré la guerre, malgré la haine, la vie continue. Et c'est ça qui est assez fascinant dans l'espèce humaine en général, c'est que malgré l'enfer à ciel ouvert, la vie continue. Il y a des enfants qui naissent et malheureusement, il y a des enfants qui meurent. Et puis ce dessin qui pourrait être une affiche à lui tout seul de Hani Abbas, qui est un dessinateur moitié syrien, moitié palestinien. Et si vous vous approchez, vous voyez... Vous avez des morts partout. Et ce qui est étonnant et fascinant dans ce dessin, c'est que plus il y a de morts, plus le cri est fort et plus le cri est assourdissant. Ça pourrait être une affiche pour n'importe quelle campagne contre les meurtres de masse. Et je trouve que c'est un dessin qui est absolument extraordinaire. Et puis ce dessin de Osama Hajjaj, qui relève quasiment du film d'horreur, avec le retour des zombies que sont Poutine et Bachar. Les couleurs sont très importantes aussi parce que vous voyez, tout est dans des couleurs très froides sauf ce rouge qu'il y a partout pour eux et ces yeux qui sont vides de vie. Ils ont beau être vides de vie, on ne regarde que ça. Donc on a l'impression que ces yeux vides nous fixent. Et ça, c'est une grande force qu'il y a dans le dessin politique et dans celui-là en particulier. Merci Nicolas. L'autre actualité du jour, c'est ce G5 Sahel, un succès enfin, puisque les pays d'Europe et d'ailleurs réunis aujourd'hui à Bruxelles ont réussi à quasiment boucler en promesse de don le budget de fonctionnement de la première année pour le G5 Sahel. On va en reparler dans un instant, mais peut-être un commentaire. On attendait un succès, José Manuel Lamarque. Enfin, on ne pensait pas réunir autant d'argent. C'est déjà peut-être une première étape. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir pour cette force qu'on disait sans avenir, justement? D'abord, il faut qu'il y ait de l'avenir parce que vous l'avez présenté dans votre journal tout à l'heure, le G5 Sahel, on voit la carte de géographie. C'est exactement le tracé de ce qui existe en politique de défense. Cette situation géographique-là, on l'appelle l'arc terroriste. Il commence en Mauritanie, il termine en Afghanistan. Donc on est vraiment sur l'arc terroriste. Et bien évidemment qu'il faut aller vite pour cet arc. Bien évidemment qu'il faut aller vite pour cette situation géographique parce qu'on ne peut pas attendre. Ça ne servirait strictement à rien de repousser encore les échéances alors qu'on sait très bien que nous sommes sur une zone terroriste. On va en reparler dans un instant, dans la deuxième partie d'Une semaine dans le monde. Restez avec nous.